nouveau numéro de votre émission Plateau africain sur Niwa d'Info 1. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. L'intelligence artificielle, en abrégé, IA, suscite de plus en plus d'intérêt et d'initiatives en Afrique. Et dans cette émission, aujourd'hui consacrée donc à l'intelligence artificielle, nous allons évoquer quelques points clés avec des experts tels que le potentiel et les opportunités pour les startups africaines, les défis et enjeux sociétaux, mais aussi la connectivité. Très honoré d'avoir donc sur ce plateau comme invité Jérôme Robiero. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Charlotte. Vous êtes président fondateur de Womanai et co-organisateur de la CIA, la semaine de l'intelligence artificielle édition 2024, et c'était la toute première édition au Togo. Tout à fait, c'était la première édition, donc elle se passe du 4 au 8 juin à Lomé, à l'hôtel de février. Et nous sommes très heureux déjà de cette réussite puisqu'on a quasiment 2500 à 3000 personnes par jour. Et sur ce plateau, vous êtes en compagnie de M. Momadou Ndoye, directeur général de Atos. Bonsoir et bienvenue. Merci Charlotte pour l'invitation tout d'abord. Très heureux d'être là, très heureux d'être à Lomé et très heureux de participer au salon de l'intelligence artificielle au Togo dans sa première édition. Ce qui me fait le plus plaisir, c'est que c'est un sujet dont on a parlé avec Jérôme il y a maintenant 2 ans. Donc on avait évoqué l'idée de le faire à Dakar, de le faire à Abidjan. Et il se trouve que c'est le Togo qui abrite en fait cette première édition et nous en sommes ravis. Et la thématique intelligence artificielle n'est pas qu'un sujet qui concerne les utilisateurs ou sinon les inventeurs ou les initiateurs de projets, mais aussi les décideurs qui justement favorisent à travers des politiques, l'adoption de cette intelligence artificielle. Et sur ce plateau, on est honoré de vous avoir avec nous, ministre délégué auprès du Premier ministre de la République du Congo-Brazzaville, chargé de la réforme de l'État, son Excellence Luc-Joseph Okio. Vous êtes également diplomate de carrière. Merci Charlotte de nous inviter autour de cette table et de nous permettre de débattre d'une thématique qui concerne le monde moderne. Pas que nos pays africains. Je remercie M. Ribeiro et son ONG de m'avoir invité ici, mais surtout, je voudrais remercier le gouvernement du Togo pour l'initiative qu'il a prise d'organiser cette première semaine. Et vous savez, derrière tout ça, il y a un grand homme, le président Faure Gnassingbé, qui, par son leadership, montre que l'Afrique, sur cette thématique, peut prendre le leadership. C'est pour moi un honneur d'être à Lomé pour la première fois. Je suis toujours passé en transit, mais cette fois-ci, je suis rentré à l'intérieur de Lomé et je vous remercie de m'avoir invité. L'intelligence artificielle sur le plateau africain. Je me retourne donc vers vous, Jérôme Robiero. On parlait tantôt donc de la semaine de l'intelligence artificielle à Lomé, la première édition. Déjà, qu'est-ce qui a motivé un tel projet? Déjà, c'était la vision du chef de l'État. Avec son leadership et sa bonne gestion, il a permis d'avoir un terreau fertile pour les investisseurs comme nous, pour venir investir en intelligence artificielle et former la jeunesse à des métiers de l'avenir. Bien sûr, il y a le docteur Malik Maurice Mouzou, sans qui cela n'aurait pas été possible, et c'est le premier docteur en intelligence artificielle du Togo, et il a eu son doctorat en Chine, vous imaginez. C'est déjà un exploit, et passer un doctorat en mandarin, c'est pas facile. Ensuite, bien sûr, on a mon amie Madame Ingrid Awadé, Madame le directeur de la CNSS, en qui c'est un trio. Ces trois-là ont voulu faire de leur pays un des leaders mondiaux de l'intelligence artificielle. Ils mettent les moyens. Et la semaine de l'IA, c'était pour faire connaître, sensibiliser, acculturer, démystifier et expliquer que nous sommes là pour tous les Togolais et que nous allons faire avec les Togolais, par les Togolais, pour les Togolais. Vous faites bien de le souligner déjà à l'entendre de cette émission. Docteur Mouzou, que les jeunes ont été très ravis de découvrir donc sur cet événement. Pour, en tout cas, le peu que je peux dire ici dans cette émission sur sa biographie, le tout premier Togolais à obtenir, donc, on vous le disait tantôt, un doctorat en intelligence artificielle, inventeur également dont la technologie est choisie par une entreprise chinoise pour le développement d'un véhicule électronique et l'unique détenteur de l'autorisation d'une firme sud-coréenne pour distribuer des robots en Afrique. C'est un exploit, une fierté nationale. Nous avons également sur ce plateau un expert, je le disais à Monsieur Ndoye. Dites-nous, quelle analyse faites-vous aujourd'hui en tant qu'acteur clé de l'intelligence artificielle, son utilisation en Afrique?
Tout à fait. Ce que je dirais en premier, c'est que l'IA, il ne faut pas en avoir peur. C'est-à-dire que c'est une nouvelle technologie, beaucoup en parlent, effectivement, beaucoup ne savent pas ce qu'il y a derrière, mais c'est une technologie qui est là pour régler des problématiques. Et Jérôme a bien fait d'en parler, c'est-à-dire qu'en fait, il faut une IA pour l'Afrique, par les Africains. C'est quelque chose qui est très important. C'est-à-dire que dans l'implémentation même de l'IA, ce qui est important, c'est de pouvoir contextualiser. C'est pour ça que pour ma part, j'insiste beaucoup pour que les Africains s'approprient ces technologies. Donc quand on dit s'approprier, ça veut dire qu'il faut qu'on forme nos jeunes à l'intelligence artificielle, c'est quelque chose d'assez important. Il faut qu'on forme les décideurs à l'intelligence artificielle. Et je pense que Jérôme l'a bien compris. Moi, j'étais à la cérémonie de lancement l'année dernière au mois de novembre, ici même à Lomé. C'était quand même une très bonne initiative d'inviter une centaine de journalistes et de les former à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que même pour pouvoir vulgariser, parce que ces journalistes vont ensuite aller faire des articles, en parler, donc c'est quelque chose d'assez important. Donc c'est-à-dire que cette partie vulgarisation, il faut insister là-dessus, il faut former toute la chaîne pour que tout le monde puisse se l'approprier. Mais pourquoi, d'après vous, il est important de développer une IA par des Africains pour une utilisation dans un contexte africain? Parce qu'en fait, les contextes sont assez différents. Moi, j'ai une anecdote que je peux vous partager. J'ai lancé au Sénégal en 2016 la première entité en fait pour faire à l'époque ce qu'on appelait du big data. Donc j'étais parti prendre un jeune Africain assez talentueux pour me monter en fait une équipe big data et pour travailler sur des problématiques de fraude. Et à l'époque, ce que je lui avais dit, parce que pour aller vite, je lui ai dit, mais par rapport à ces problématiques de fraude dans le monde bancaire, il y a peut-être d'autres qui y ont réfléchi, qui ont travaillé là-dessus. On peut juste aller prendre ces technologies et les appliquer. Et il m'avait sorti en fait une phrase qui m'avait marqué, c'était de dire le fraudeur en Europe et le fraudeur en Afrique n'a pas le même comportement. Donc ça veut dire que derrière, si on prend en fait une technologie dans un certain contexte et qu'on vient l'appliquer dans un contexte africain, cette technologie peut ne pas fonctionner. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons besoin en fait que nos jeunes s'approprient cette technologie pour pouvoir contextualiser. Parce qu'en fait, le contexte est différent. Donc c'est pour ça que c'est important d'investir dans la vulgarisation, d'investir dans la formation et qu'on puisse s'approprier en fait ces technologies. Jérôme Rebiot, pour vous qui êtes investisseur, dites-nous, est-ce qu'il y a des risques liés en termes d'ingérence ou de piratage quand on exporte, en tout cas on exploite une IA qui n'est pas conçue localement? Des risques déjà, c'est la donnée. Lorsque ce n'est pas conçu localement, la donnée, elle est exploitée par ceux qui vous vendent. Les réseaux sociaux, Google par exemple, ne vend rien. Il utilise votre donnée et pourtant c'est l'une des entreprises les plus riches au monde. Elle est plus valorisée que les entreprises de pétrole. Donc ce qui est important, c'est d'avoir la propre souveraineté aussi de ces données. Parce qu'aujourd'hui, l'humain est devenu un produit. Et c'est vous offrez, ils savent tout sur vous. Vous offrez toutes vos données confidentielles. Quand vous utilisez les réseaux sociaux, vous acceptez qu'ils utilisent votre caméra, vous acceptez qu'ils utilisent votre micro, qu'ils puissent avoir accès à vos contacts, à tout l'ensemble de ce que vous avez à l'intérieur du téléphone. Ils suivent même avec le GPS, etc. Et ce matin, on expliquait à la CIA, en 250 gemmes, Facebook sait qui vous êtes. Et crée votre propre jumeau et s'amuse à faire des prédictions de vente, etc. Et c'est pour ça que quelquefois vous avez des publicités sur certains réseaux sociaux, vous pensez à quelque chose, vous avez la publicité. Et donc si on laisse cette donnée-là, seulement 2% de la donnée africaine est sur le sol africain. Donc on enrichit. Et aujourd'hui, on voit les GAFAM qui sont Google, Amazon, Facebook, etc., Apple et Microsoft, et les BATX, ce sont les Chinois, ce sont les plus riches de la planète. Ils sont plus puissants que les États, ils sont beaucoup plus riches que les États, et certains font plus de chiffre d'affaires que le PIB entier d'un pays. Donc vous imaginez la puissance de ces entreprises-là. Donc soit on les laisse faire, ils vont manipuler, on a vu les manipulations qu'il y a eu aux États-Unis avec l'élection de Trump, on ne peut pas laisser faire ça. On ne peut pas laisser manipuler les gens, il faut réguler, il faut faire en sorte que l'Afrique se dote de data centers. Vous avez des talents extraordinaires. Et quand on parlait tout à l'heure, pourquoi faire par les Africains? Mais pour qu'ils prennent part à cette richesse. Pourquoi on la laisserait aux Américains et aux Chinois? C'est créateur de richesse, l'intelligence artificielle. Donc déjà, c'est la base. Si on crée de la richesse, le PIB d'un pays va augmenter.
et le niveau de vie des gens va augmenter avec. Et il y aura beaucoup moins de pauvreté. Une fois, on m'a posé la question, Jérôme, comment on combat la pauvreté? En créant de la richesse. Comment on crée de la richesse? En allant sur des projets innovants, sur des technologies innovantes qui rapportent. Et c'est pour cela que nous avons créé ces formations-là, que nous voulons apporter avec le Dr Malick Maurice Mouzou, le chef de l'État, et Mme Ingrid Awadé, sur le territoire du Togo. La formation, les atouts et les opportunités, on va en revenir plus en détail. Mais avant, Monsieur le ministre, dans un contexte africain et au regard de ce que vos co-débatteurs ont exposé tantôt, à l'exemple du Congo, qu'est-ce qui est fait pour justement créer un écosystème favorable à l'utilisation efficiente de l'IA? Il y a d'abord qu'il faut mettre en place des infrastructures. Toute l'Afrique en a besoin. Nous avons commencé par assurer la connectivité de tout notre territoire. Aujourd'hui, le territoire est couvert à 65%, mais notre effort continue. Pour que les gens aient accès à l'intelligence artificielle, il faudrait déjà qu'ils soient connectés. Et ensuite, derrière cela, il faut développer des compétences. Vous savez que celui qui ne comprend rien ne peut pas directement aller faire des applications sur l'intelligence artificielle. Et ensuite, nous pensons également au Congo, au niveau de notre gouvernement, que l'Afrique, prise de manière individuelle par rapport à ses États, ne pourra pas s'en sortir aussi facilement. Nous pensons qu'il faut mutualiser les efforts au niveau sous-régional, y compris même continental. Face à la puissance des GAFA dont venait de parler M. Ribeiro, nous ne sommes que des petits grains de poussière si nous voulons y aller seuls. Le Congo pense que par la mutualisation des efforts, les Africains pourront entrer de plein pied dans cette ère de l'intelligence artificielle. Si les politiques font ce qu'il faut pour créer des conditions favorables, à votre avis, et pourquoi les Africains eux-mêmes ont tendance à avoir peur quand on évoque l'IA et tout ce qui est lié à Internet, à la sécurité, à l'informatique? Voyez-vous, Madame Charlotte, pour les gens d'un certain âge, je voudrais vous raconter une anecdote. Quand on a décidé un jour de retirer les mécaniciens des avions pour que les avions maintenant continuent d'être pilotés avec les pilotages automatiques, on a retiré les mécaniciens. Parce que sur les vols des anciens avions, peut-être que vous n'avez pas connu, il y avait le pilote, le copilote et un mécanicien. Grâce à l'évolution de la technologie, on a décidé de retirer les mécaniciens pour mettre en place un système de pilotage automatique. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de grèves qu'il y a eu dans les compagnies aériennes. C'est la peur de la nouveauté, c'est la peur de l'inconnu. Mais une fois qu'on a compris, aujourd'hui, quand vous prenez l'avion, vous ne vous posez même plus la question de savoir où est le mécanicien. Parce que les avions d'aujourd'hui sont tellement plus sûrs que ceux d'hier où il y avait à la fois le pilote, le copilote et le mécanicien. À force d'explications, d'informations, de formation, les gens finiront par s'adapter. Donc, la peur, c'est la peur de l'inconnu. Jérôme, on dit souvent en Afrique, parce que nous y sommes, et au Togo, que le monde aujourd'hui, grâce à Internet, est devenu un village planétaire interconnecté. Quelles sont les opportunités? Déjà, grâce à Internet, on a accès à un savoir. Puisque tout est digitalisé, on voit ce qui se passe à travers le monde. Auparavant, il fallait des livres pour apprendre. Maintenant, on peut apprendre sur Internet. Donc moi, je trouve que c'est une chance pour l'ensemble de l'humanité. Et aujourd'hui, moi, je me dis citoyen du monde. Donc, il n'y a qu'une planète, elle est malade, il faut la soigner. L'opportunité, c'est de régler toutes les problématiques. On a plein de problématiques. C'est comment mieux planter pour l'agriculture, parce qu'il faut de la souveraineté. Et on l'a vu avec le Covid, il faut la souveraineté alimentaire pour tous les pays, pas que pour l'Afrique. Et l'Afrique est très dépendante de la guerre de l'Ukraine, nous l'a fait mettre en évidence. Et lorsqu'on met de l'intelligence artificielle, on regarde les besoins en eau de la plante, on arrose que ce qu'il faut, on fait de 25 à 90% d'économie d'eau. Lorsqu'on regarde en fonction des sols, de la typologie des sols, l'adaptation des plantes, on multiplie jusqu'à 3,5 la production à l'hectare. Donc quand on dit on mange la planète en 6 mois, nous, avec notre technologie, on donne 21 mois. Donc on pourrait être le double sur cette planète-là. C'est pas, vous savez, c'est comment on regarde. On regarde le verre à moitié vide ou à moitié plein. Et moi, je suis très optimiste parce qu'il y a toujours des solutions. Il y a une problématique, ok, mais l'humain est adaptable. Et il faut cette adaptabilité, il faudra qu'elle ne cesse de croître, parce qu'on est rentré dans un nouveau monde du numérique, on ne fera plus le même métier comme nos aïeux pendant 40 ans, on sort en perpétuelle évolution et formation. Et ce qui change, c'est que
il y aura des opportunités sans cesse, parce qu'il y a plein de problématiques. La captation de CO2 aujourd'hui est un enjeu majeur pour la préservation de notre planète, pour la diminution aussi des températures qui ne cessent d'augmenter. On voit les catastrophes de plus en plus s'élever. Donc ce sont des cas où nous pourrons trouver des solutions. Ça crée de la richesse aussi. L'éducation, elle est super personnalisée aujourd'hui. On pourra personnaliser grâce à Internet. Un Africain pourra avoir accès à une éducation de l'université de Berkeley, de l'université de Paris-Saclay, de son université, parce qu'il faut former les enseignants qui soient aussi bons que ce que Berkeley. C'est ce qu'on fait, nous, avec le Conseil international scientifique de l'intelligence artificielle, dont fait partie le docteur Malik Maurice Mouzou. Et l'idée, c'est vraiment de donner les moyens à chaque Africain, que ce soit dans l'enseignement, dans la formation, dans l'enfance. Et on a fait quelque chose aussi avec Kisesco, c'est de parler de la famille et des sciences sociales. Comment se comporter une maman avec son enfant. Alors, avec les technologies, elle ne connaissait pas, elle. Mais les enfants, ils naissent avec. Et nativement, ils savent utiliser ces technologies-là. Pour eux, c'est normal. Je me souviens, mon père, pour utiliser un ordinateur, à l'époque, il a fallu une formation, il était un peu réticent. Aujourd'hui, c'est indispensable. Et je lui ai mis des applications pour son métier. Et c'est-à-dire qu'il y a des niveaux d'apprentissage adaptés à des besoins spécifiques? Ben, déjà, le premier niveau, c'est d'expliquer ce qu'est l'intelligence artificielle, la démystifier. Pour éviter les Terminators, ce qu'on voit, c'est dangereux, etc. Et on se rend compte que l'intelligence artificielle n'est ni plus ni moins qu'un outil. C'est comme un couteau. Un couteau, moi je vais cuisiner avec, j'adore cuisiner, et puis parce que j'aime faire plaisir à mes amis et j'aime mes amis. Donc, mais il y en a qui vont tuer. Vous vous rendez compte, quand la voiture est arrivée, les cochers ont combattu l'arrivée de la voiture. Et qui c'est qui a gagné? C'est la voiture. Et est-ce qu'aujourd'hui on enlève la voiture, on remet les chevaux? Je pense qu'il y a la grève de l'autre côté. Donc, monsieur le ministre, son Excellence a eu raison. Il faut démystifier, il faut comprendre. Et les peurs, elles sont légitimes. Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir peur, au contraire. Mais derrière, il faut expliquer. Peut-être aussi parce qu'on n'a pas encore la maîtrise de la chose. Jérôme, vous avez donné l'exemple de l'agriculture. Oui. Mais est-ce à dire qu'il y a des secteurs spécifiques qui sont plus susceptibles de bénéficier de l'intégration de l'intelligence artificielle en Afrique? Je pense qu'il y en a beaucoup, parce qu'en termes d'opportunités, moi je vois deux axes, c'est-à-dire qu'il y a des opportunités pour nos startups et également des opportunités pour nos jeunes Africains. Quand on regarde actuellement toute la demande en matière d'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'il y a une pénurie en matière de compétences dans ces technologies, partout dans le monde, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie ou en Afrique. Ça veut dire que derrière, en formant massivement nos jeunes à appréhender cette compétence-là, ça leur donne en fait beaucoup plus de chances de décrocher en fait un emploi. Donc ça, c'est une première opportunité. Deuxième opportunité, c'est pour les startups. Jérôme a parlé de tout ce qui est agriculture. Il y a des exemples concrets. Moi, actuellement, je suis en train de travailler avec une startup dans la région qui travaille sur des problématiques en intelligence artificielle pour améliorer en fait le rendement agricole. Mais en quoi faisant? En améliorant en fait et en allant traiter les sols via des images satellites. C'est-à-dire que ces jeunes-là, des jeunes Africains, sont capables via des images satellitaires d'aller analyser en fait ces images-là et d'aller définir en fait ce qu'il faut faire en termes de traitement de ces sols-là pour améliorer en fait le rendement agricole. Ça, c'est un exemple. On a en fait des applications de l'intelligence artificielle dans la médecine. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes actuellement qu'on connaît, qui sont dans nos régions, qui travaillent à améliorer la détection en amont en fait, de cancer. Donc ça, c'est des exemples concrets. C'est-à-dire que si on a ces jeunes-là qui sont en capacité de maîtriser la technologie, d'avoir en fait des cas d'utilisation, que ce soit dans l'agriculture, dans la médecine, voire même dans la culture, donc on doit encore plus pousser nos jeunes à y aller. D'où, en fait, je pense qu'on en a parlé tout à l'heure, il faut vulgariser, il faut former massivement et donner l'opportunité à ces jeunes-là. Qui parle d'IA, d'Internet, parle de données, comme vous le disiez, mais est-ce que, à l'heure actuelle, en 2024, en Afrique, est-ce qu'on a sur le continent cette autorité déjà de pouvoir sécuriser ces données-là? Tout à fait. Effectivement, c'est une bonne question. Parce que moi, très souvent, ce que je dis, c'est qu'avant de parler d'intelligence artificielle, il faut parler de données. Et beaucoup de nos pays ont compris cette problématique-là, en commençant même par le Togo à travailler sur tout ce qui est stratégie de digitalisation, parce que pour pouvoir avoir de la donnée, il faut commencer par digitaliser. Ensuite, il faut pouvoir avoir une stratégie pour stocker cette donnée-là. Quand on dit stocker cette donnée, c'est
normalisé, uniformisé, et que toutes les parties prenantes qui ont besoin d'utiliser cette donnée-là, parce que ce qui se passe très souvent, je parlais en fait de l'exemple des images satellitaires. On va avoir une start-up qui a une problématique, qui a besoin d'images satellitaires, elle va aller en fait chercher l'information et la stocker en son sein. Si au niveau étatique, il y a des initiatives qui sont prises pour stocker ces données-là et que chacun puisse pouvoir y accéder, ça permet en fait à ces startups-là d'accélérer en fait leur développement. Donc ça c'est un premier exemple. Donc ça veut dire qu'il faut digitaliser, il faut gérer la donnée avant de pouvoir aller travailler en fait sur des problématiques et des use cases au niveau de l'intelligence artificielle. Le Togo dispose de Lomé Data Center. Est-ce que ça répond par exemple à ce besoin spécifique? Tout à fait. Je prends l'exemple du Togo. Le Togo a une stratégie ils ont développé en fait un data center national. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train de... Je pense que ça permet aux administrations togolaises de pouvoir aller héberger leurs applications dans ce data center. Mais récemment, on a aussi vu de nouvelles initiatives. Moi, j'ai été agréablement surpris la semaine dernière de voir, par exemple, une structure comme Amazon, qui permet en fait de l'hébergement dans le cloud, annoncer en fait le fait de créer ce qu'on appelle une local zone au Maroc et au Sénégal, et je pense que ça va suivre dans d'autres pays. Ça veut dire qu'en fait, ces structures-là ont pris en compte la problématique de souveraineté de données, de dire je propose à mes clients d'héberger des applications sur le cloud, mais je le fais sur le sol africain. Et ça, je pense que c'est des initiatives qui vont se poursuivre et qui vont permettre après de développer beaucoup plus rapidement des applications, de développer plus rapidement des cas d'utilisation, etc. Sur le plan politique, Monsieur le Ministre, est-ce qu'il y a des enjeux majeurs quand il en vient à définir vraiment des politiques pour promouvoir l'adoption de l'IA dans nos pays? Bien sûr, Madame, parce que Dr Malik a parlé de données. C'est un enjeu capital. La conservation de la donnée, la collecte de la donnée, le traitement de la donnée. C'est pour ça qu'au niveau africain, il faut développer des politiques. À la fois nationale, peut-être africaine aussi, comment faire pour que nos données soient gérées de manière rationnelle afin que nous-mêmes, nous puissions en tirer le plus grand bénéfice. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, on l'a relevé, certaines de nos données sont conservées ailleurs, d'autres même à notre insu. Monsieur Ribeiro a parlé de cette collecte des données qu'on fait et qu'on garde ailleurs et qui permet de générer des applications pour nous suivre nous-mêmes, peut-être nous imposer des choix, même y compris des choix de vie. Je pense qu'il faudrait qu'on accorde une attention tout à fait particulière à la question de traitement des données, de collecte des données, de conservation des données. Au niveau du Congo, nous avons développé la politique des data centers. Nous pensons qu'il faut commencer par ça, avoir la maîtrise de cette collecte, de cette conservation des données. Mais en même temps, et le gouvernement congolais insiste sur cette question, nous ne pouvons pas y aller seuls. Nos capacités nationales, que ce soit au Sénégal, au Togo ou même au Congo, ne sont pas suffisantes pour pouvoir aller vers une grande activité concernant l'intelligence artificielle. Jérôme, pour développer une IA, est-ce qu'en Afrique, on prend, ou sinon en tant qu'expert, vous prenez en compte certaines réalités, notamment le fait que tout le monde n'a pas, parce qu'on n'a pas peut-être eu accès à l'éducation, on ne maîtrise pas la langue étrangère, dont le français, est-ce que les langues locales aussi sont sollicitées dans ce domaine? Alors, c'est une bonne question, Charlotte, puisque lorsque j'étais au Sénégal il y a quelques années, j'ai rencontré Ibrahima Diago, qui faisait Wolof Tech. Il vulgarisait le numérique au plus grand nombre à Wolof, puisque 60% des Sénégalais parlent le Wolof. C'est possible et c'est faisable. C'est faisable. Et j'ai eu l'idée folle avec des Sénégalais, Génie Ndiaye, qui est une de mes collaboratrices, Mamadou Fall et lui, de digitaliser toutes les langues africaines. La problématique, les 3/4 ne sont pas écrites, elles sont transmises à l'oralité. Donc j'ai été invité au Salon du Livre international du Livre à Paris, à Rabat, et on a parlé avec des linguistes. Et aujourd'hui, on a réussi à réunir presque 1000 linguistes pour faire ce projet, parce qu'on a l'idée de faire une application gratuite. Et il y a certains écrivains qui me disaient « Mais Jérôme, pour nous, c'est de l'or, parce qu'avant du Wolof, on traduisait en français, du français à notre langue. » Et du coup, on perdait l'origine.
de ce qu'il voulait dire. La phrase ne veut pas dire la même chose, parce qu'elle a eu deux traductions, etc. Et surtout, ce que l'on veut faire, c'est rentrer dans tous les foyers. On veut expliquer déjà aux mamans, aux papas, comment protéger l'enfant quand il va sur Internet. Parce que ça, c'est une problématique à laquelle on ne passe pas, parce que l'enfant d'aujourd'hui, c'est l'adulte de demain. Et nous, ce que nous voulons faire, c'est vraiment donner tous les moyens à l'enfant d'être le meilleur de lui-même demain dans ce monde technologique. Et pour ça, il a fallu créer on va dire, c'est un consortium, hein, où on a des linguistes, parce qu'on est tous bénévoles, on le fait de façon bénévole. Et l'idée, c'est de transmettre. C'est une transmission. On est né pour ça, l'humanité a toujours transmis. Aujourd'hui, l'homme veut garder, parce qu'il y a l'ego qui a pris le dessus, avec les richesses, etc. Moi, ma richesse, c'est l'humain. Donc à partir de là, si je transmets cela, j'aurais réussi mon pari de dire, je suis rentré dans tous les foyers. J'ai expliqué à tous les mamans comment il fallait faire, à tous les papas, et j'ai expliqué comment aller sur Internet, comment utiliser un ordinateur, comment prendre part à cette technologie et ne pas être des groupes marginalisés par la suite, et de faire partie de cette richesse, de devenir peut-être des créateurs. Vous savez, on a le cas de cet Indien que d'un coup est devenu un grand mathématicien. Autant un enfant où son papa ne savait pas lire et utiliser un ordinateur, demain sauvera notre planète. Parce que le talent, il est de partout. Il n'a pas de couleur, il n'a pas de religion, il n'a pas d'origine. On a 2 bras, 2 jambes, on est des humains. Il n'y a qu'une seule planète. Sauvons-la. Le lingala est cité parmi les plus belles langues d'Afrique. Une IA en lingala, est-ce qu'il existe déjà? Bien sûr que pas encore. Un projet en perspective. Nous sommes en train de travailler déjà à la compréhension, à l'installation et à la formation. Commençons d'abord par ce qui est le plus simple, l'installation de l'IA dans la langue officielle qui est la nôtre, qui est la plus utilisée, qui est malheureusement la langue d'emprunt, mais c'est le français, notre langue officielle. Mais le lingala et le kitwa, parce que vous savez, le Congo a 2 langues nationales, nous avons cet avantage de pouvoir communiquer entre nous avec l'une ou l'autre langue. Et ça peut simplifier l'équation chez nous, parce qu'en dehors des 57 ou 58 dialectes, nous avons 2 langues de communication nationales. Si un jour on doit aller vers l'installation de l'IA dans nos langues nationales, nous avons les 2, le lingala et le kitwa. Mais pour le moment, nous n'y sommes pas encore arrivés. C'est un processus et nous espérons qu'il finira par aboutir à sa transmission dans nos langues nationales. Vous insistez sur la formation, justement. Est-ce qu'il y a des modèles de centres de formation adaptés, spécialisés en IA sur le continent, dont on pourrait s'en féliciter, M. Ndoye? Tout à fait. C'est des sujets qui ont déjà été lancés. Je sais que, par exemple, nous, à notre niveau, on a lancé pas mal d'initiatives dans la région. On a lancé au sein d'Atos une structure qui s'appelle une Digital Academy, une académie digitale, où on forme des jeunes au développement, mais également en fait au big data et à l'intelligence artificielle. C'est une initiative qui avait été lancée en 2022 au Sénégal, répliquée ensuite en Côte d'Ivoire, répliquée au Maroc et ensuite en Égypte. On est en train de travailler à le mettre en place au Togo via des partenaires togolais. On a aussi lancé une deuxième initiative avec une structure qui s'appelle 01 Talent. Donc on a lancé ce qu'on appelle en fait des zones d'intelligence collective sur le modèle en fait de l'école 42 en France. Donc c'est un modèle qui est assez disruptif parce qu'en fait c'est une école sans professeur, il n'y a pas de prof. C'est-à-dire que tout est basé sur une technologie. Et ce qu'on cherche à développer, en fait, c'est que ces jeunes-là développent ce qu'on appelle une intelligence collective. Et justement, puisque vous en parlez, quelles sont les perspectives d'avenir sur le continent? L'IA, est-ce qu'elle pourra véritablement jouer un rôle dans la transformation numérique du continent? Tout à fait, très clairement. C'est pour ça que moi, j'insiste lourdement pour dire formons massivement, en fait, nos jeunes à ces technologies. Parce qu'on aura, en fait, besoin de ces jeunes-là pour ensuite aller développer en fait des nouveaux cas d'utilisation. Parce que l'Afrique en a besoin. On a vu notamment le cas du mobile money, qui a été une technologie totalement disruptive, qu'on n'a pas connue en Europe. C'est-à-dire que les Africains sont capables de prendre une technologie, de la développer, et c'est ce qu'on appelle même en fait l'innovation inversée. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est l'Afrique qui avant était en retard sur ces technologies-là, qui lance une technologie qui est le mobile money
Et ensuite, c'est ce mobile money qui est ensuite en train d'être transféré en Europe et d'être utilisé. Donc ça, c'est un exemple et qui peut être répliqué dans le cadre de l'intelligence artificielle. L'IA, c'est une thématique qui concerne tous les pays, le monde entier. En tant que décideur, Monsieur le ministre, pour que nos pays, justement, se mettent au même niveau peut-être que les autres, d'autres continents, quels sont, d'après vous, les défis majeurs encore à relever? Je pense qu'on en a déjà relevé quelques-uns autour de cette table. Il y a d'abord la formation. Il faut former et former massivement. Il y a le renforcement des compétences existantes. Il y en a déjà. Cela va nécessiter de la budgétisation dans les... Bien sûr, au niveau de l'État. C'est pour ça que nous disons que nous avons des moyens limités au niveau national. La mutualisation nous permettrait de mieux faire face à ces défis. Il y a aussi le défi de la technologie. Nous ne l'avons pas. Nous devons l'acheter. D'où les moyens auxquels vous faites allusion. Il y a aussi le défi qui est presque généralisé, le respect des droits des gens. Ce développement amène quelquefois à heurter les droits des individus, les droits des personnes et leurs libertés fondamentales. D'où la nécessité pour les gouvernements de faire une régulation qui protège les individus contre les cyberattaques, la cybersécurité. Et ce sont des domaines sur lesquels le gouvernement doit faire excessivement attention. Et la semaine de l'intelligence artificielle à Lomé, Jérôme a abrité aussi des ateliers dédiés aux enfants. Et qu'est-ce qu'il en est ressorti? Comment est-ce que les enfants, justement, ont réagi face à l'intelligence artificielle, ce sujet-là? Alors déjà, ce programme s'appelle Kids Innov Class. On a créé des ateliers suivant le cursus scolaire, élémentaire, primaire. À tous les niveaux donc? À tous les niveaux. Et nous, on sensibilise et on prépare les mindsets à l'intelligence artificielle, aux mathématiques, aux algorithmes. Et donc, on les prépare aussi à l'éthique, à la responsabilité sociétale et environnementale. Et pendant ce parcours-là, ils vont apprendre à créer des robots, les programmer par le jeu, en s'amusant, faire des aspirateurs, ils font des fourmis qui avancent toutes seules, etc. Et pour nous, ils y arrivent en 4 jours, par le jeu. Donc, moi j'ai vu certains parents, parce qu'on l'a déjà fait dans notre pays, qui me disaient, qui pleuraient, qui venaient dans mes bras et me disaient « Tu as fait de mon enfant un génie ». J'ai pas fait de ton enfant un génie. Tous les enfants sont des génies si on leur donne les moyens d'être des génies. Et c'est la pédagogie, c'est la formation, monsieur le ministre le disait. Dès qu'on donne les moyens à n'importe quel individu sur cette planète d'être le meilleur de lui-même, il le devient. Ils vont créer des choses extraordinaires et ces choses-là, ils vont les ramener à la maison. Et nous, ce qu'on veut leur faire, c'est leur donner le goût à la programmation, le goût à la construction, tout en parlant d'éthique, de préservation de la planète, qu'un data center, c'est énormément consommateur d'énergie, un supercalculateur aussi. Il y a des solutions. C'est aussi une question de responsabilité. Ben oui, parce que l'IA, il ne faut pas qu'elle soit son propre piège. On en parle beaucoup pour sauver la planète, mais elle est hyper consommatrice d'énergie. Un supercalculateur, un data center, ça consomme énormément d'énergie. Nous, on en a construit un au Maroc avec l'université Mohamed Ier. À 80%, c'est des énergies renouvelables. Il faut penser déjà à l'énergie renouvelable. Et dès qu'on optimise les systèmes, grâce à l'IA, on optimise les systèmes de rendement, etc. Mais il faut préserver notre planète. Parce que si nous n'avons plus de planète, on ne parlera plus d'IA. Il n'y aura plus de sujet à parler. Donc, l'urgence, elle est là. Aussi, il faut développer l'IA. Et quand on en parle, les jeunes, ils sont un peu réticents, ils ont peur. Parfois, quelquefois, des colères. On se dit, mais écoutez, l'IA, on va créer des robots qui vont servir dans les restaurants, dans les hôtels. On risque, nous, de perdre nos emplois. Comment est-ce que vous les rassurez? Un jeune, justement, qui se montre à vous inquiet sur cette question, l'impact de l'intelligence artificielle sur l'employabilité des jeunes en Afrique. Je pense que hier, on en parlait. En fait, l'IA va permettre de créer de nouveaux emplois. Au contraire, donc. Voilà, tout à fait. Bien au contraire. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'on se disait hier avec Jérôme et les d'autres collègues, c'est que 70% des métiers de demain ne sont pas connus actuellement. Donc les gens, en début d'intervention, c'est ce que se disait, l'IA, il ne faut pas en avoir peur. Bien au contraire, il faut le voir comme une opportunité de développer de nouveaux métiers, de développer en fait de nouvelles innovations et en fait d'avoir et de prendre en main ces opportunités. Pour un débutant, quand on parle d'intelligence artificielle, Jérôme, quel réflexe avoir? C'est de comprendre ce que l'intelligence peut apporter. Vous savez, l'intelligence artificielle, il y a plusieurs catégories d'intelligence artificielle. Elle rentre dans tous les domaines d'activité. Il ne faut pas se dire, voilà, je vais être un spécialiste de l'intelligence artificielle, ça ne veut rien dire.
Parce qu'il y a l'intelligence artificielle dans la santé, il y a l'intelligence artificielle dans l'éducation, dans l'agriculture, etc. Et en fait, quand je forme des chefs d'entreprise sur les enjeux de l'intelligence artificielle, des décideurs ou des politiques ou des jeunes, de suite, ils comprennent ce qu'est l'intelligence artificielle et ils ont des idées. Ah, mais du coup, on peut faire ça. Oui, on peut le faire. Mais du coup, c'est une solution qui est fabuleuse. Ils en ont plus peur. Et je vois le cas de Donna Pascal Yang Dong, qui était contre l'IA. Elle m'attaquait un peu sur les réseaux sociaux. Je lui répondais toujours parce que moi, c'est ces gens-là qui m'intéressent. Ceux qui sont déjà pour l'IA, ils sont avec nous. Mais je veux faire comprendre. Et je lui ai dit, je fais la formation IA Press et viens à la formation. Elle est sortie de la formation, elle m'a dit, mais j'ai plein d'idées maintenant. Je veux faire ci, je veux faire ça. On va s'associer sur une société et sur un projet avec elle. Donc en fait, c'est ça l'intelligence artificielle. Ce n'est ni plus ni moins que de remplacer le raisonnement de notre cerveau, mais avec des supercalculateurs, on peut faire des tâches simultanées. Ça va enlever toutes les tâches répétitives et ça va laisser la créativité à l'humain. Et je crois vraiment que l'IA va rapprocher l'ensemble de l'humanité. Pourquoi ? Franchement, les tâches répétitives, Charlotte, est-ce que c'est valorisant ? On parle d'IA ici. Ce qui nous vient tout de suite à l'esprit, on parle de ChatGPT. Mais c'est donc au-delà de ça. Alors, c'est une autre IA. C'est rien comme IA, parce que c'est une génération de textes, de photos ou autre. Donc, c'est une infime partie de l'IA. C'est des technologies différentes dans l'IA. Et alors, on parle de ChatGPT, mais il y en a bien d'autres. Aujourd'hui, c'est une révolution. Vous demandez d'écrire un texte, vous l'écrivez. On va parler avec vous du coût. Ça représente quoi en termes de coût ? Déjà, la formation, est-ce que ça coûte très cher ? Est-ce que facilement les parents vont accepter d'investir dans une formation, dans une telle formation pour leurs enfants ? Ça représente quoi concrètement ? Même pour développer une IA, en termes de coût, ça représente quoi ? Alors déjà, il y a deux sujets, la formation et développer une IA. La formation, c'est toujours pareil. Les écoles qui font les formations, elles ne sont pas en Afrique aujourd'hui. C'est pour ça que nous, on veut former les professeurs africains. Sur place. L'autonomisation. Il faut qu'on ait de l'autonomisation de chaque pays. Ça, c'est pour moi le cœur même, parce qu'on n'a pas envoyé les enfants dans un autre pays. Alors c'est bien pour l'expérience, etc. Mais qui peut le faire ? Et que les riches. On est d'accord. Donc, à part si on est talentueux, qu'on réussit à avoir une bourse et tout. Chez Human AI, on fait de la formation, on essaie de donner accès à la formation, on essaie de travailler avec des bailleurs qui subventionnent ces formations-là pour les donner au plus grand nombre. Parce que c'est vraiment une volonté que j'ai, c'est de former... Des stratégies pour encourager les jeunes à s'y aventurer ? Bien sûr, le programme des ambassadeurs de Human AI, on a 20 000 ambassadeurs en moins d'un an. Et je suis content quand mon ami Mamadou Ndoye me dit... À travers l'Afrique ou le monde ? À travers le monde. Me dit, j'ai un grand patron d'ici, du Togo, Kofi Toulabo, qui est l'un de tes ambassadeurs. Je suis heureux. J'ai certains ministres qui sont ambassadeurs. J'ai un directeur général adjoint de la Banque mondiale. Quel rôle vont jouer les ambassadeurs ? C'est parler autour d'eux, aider dans la divulgation de l'information ? C'est une bonne question. Avant de jouer un rôle, on va les former. On va les acculturer. On va démystifier, on va expliquer ce qu'est l'intelligence artificielle. Ils n'en ont plus peur. Une fois qu'ils sont formés sur ces enjeux-là, on les forme sur l'éthique appliquée à l'IA. Parce qu'il y a un peu d'éthique, il y a de l'éthique bien sûr dans les enjeux de l'IA, mais on approfondit ce côté éthique et responsabilité sociétale et environnementale. Parce que pour nous, c'est indispensable. Ensuite, ils vont prôner la bonne parole. Parce qu'au plus on va se démultiplier à expliquer, au plus nombreux nous serons. Et ça, pour moi, on a des rôles d'évangélistes ou de prophètes, peu importe la religion. Mais je crois beaucoup qu'il faut que ce soit comme une religion, d'expliquer que cette technologie peut être au service de l'humanité. Ça reste un outil. Donc il y a de l'humain derrière. Il y a les gentils et les méchants, comme j'aime bien dire. Monsieur le ministre, vous avez parlé de mutualisation en termes d'opportunités que les États peuvent en tout cas saisir en adoptant l'IA. Concrètement, comment est-ce que vous l'imaginez la mise en œuvre ou sinon est-ce qu'il faut créer une organisation africaine dédiée à l'IA ? Je voudrais d'abord rebondir sur la question que vous avez posée à M. Ribeiro concernant l'engagement des parents pour soutenir les efforts de formation. Je crois que ce sont d'abord les gouvernements qui doivent s'impliquer sur la question de l'éducation et de la formation. L'intégrer même dans les curricula ? Exactement, Madame Charlotte. Parce que si nous ne commençons pas à former nos enfants, nous n'avons pas en Afrique suffisamment de familles riches pour pouvoir s'engager à le faire. Maintenant, concernant la question que vous me posez, comment allons-nous faire pour mutualiser nos efforts ? Notre continent est organisé en sous-régions. La CEDEAO,
La CEMAC. la CEMAC, etc., la CEAC et la SADC. Je crois qu'à ce niveau, on peut développer des politiques régionales, sous-régionales, en vue de l'opérationnalisation de cette nouvelle technologie, si on peut l'appeler ainsi. Et dans ce cadre-là, les gouvernements sont capables de s'asseoir, de définir des politiques et ensuite d'agir. Je pense que cela est tout à fait possible. Et des exemples pratiques. Je vais sur Internet tout de suite, je veux retrouver des projets, des IA réalisés par voilà, des Africains, des exemples à nous donner. Je citais tout à l'heure, dans le cas de l'agriculture, des jeunes qui sont actuellement en train de travailler à améliorer le rendement agricole à partir de l'IA et via le traitement des sols. Donc ça, c'est des exemples concrets. Et il y a plein d'autres exemples de ce type-là et c'est fait par les Africains et pour les Africains. Vous encouragez donc la mutualisation. Tout à fait. C'est quelque chose d'important parce qu'à un certain moment, j'en ai parlé, il faut des stratégies pays. Et ces stratégies pays, il faut les partager. Stratégie de digitalisation, stratégie de gestion des données, parce que sans données, on ne peut pas parler d'IA. Et ensuite, stratégie d'IA. Toutes ces stratégies-là peuvent être communes à une échelle régionale, à une échelle africaine. Donc, il faut que les pays travaillent ensemble, travaillent de concert pour pouvoir aller beaucoup plus vite. On va parler de connectivité. En tout cas, la pénétration en termes d'Internet est encore très limitée sur le continent. Pour vous qui êtes donc expert du domaine, est-ce que cela ne constitue pas un réel frein au développement de ce secteur lié à l'IA? Très clairement, hein, parce qu'il faut, pour pouvoir aller vite, il faut de l'Internet. Mais je pense que nos pays, en fait, l'ont pris à bras le corps. Il y a énormément d'initiatives, que ce soit en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, pour améliorer, en fait, cette connectivité-là. Il y a certains projets, par exemple, sur l'Afrique de l'Ouest qu'on appelle le WARDIP, qui est un projet régional. Et dans le cadre, en fait, de ce WARDIP, qui est un projet supporté par la Banque mondiale, qui permet à certains pays, la Mauritanie en fait partie, le Sénégal en fait partie, le Togo, la Gambie, etc. Donc c'est ces initiatives-là qui permettent, et surtout en fait en l'adressant de manière régionale, ça permet aussi de mutualiser en termes de ressources et d'aller beaucoup plus vite. Première édition de la semaine de l'intelligence artificielle à Lomé. Jérôme Robiro, quelles sont vos satisfactions? Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on voit toutes les populations. On a vu les politiques qui étaient mobilisés et je les en remercie. C'est grâce à la vision du chef de l'État, de Mme Awadé et du docteur Malik Maurice Mouzou. On a vu des jeunes, énormément de jeunes, des familles venir. Ça me touche énormément parce qu'on vient en famille, donc c'est quelque chose d'important. On a vu les chefs d'entreprise, les décideurs qui étaient là aussi. Et c'est la concrétisation de nos rêves, puisqu'on veut le développer de partout en Afrique. On veut faire comprendre à l'Afrique que vous avez les moyens, que vous avez les talents. Et ce n'est pas qu'une question d'argent non plus, hein. C'est une question de volonté. Donc c'est une première pierre qu'on a posée. Et je suis sûr, j'espère même plus, je suis sûr que les Togolais ont compris et que pour la prochaine édition, elle sera encore plus réussie parce qu'on aura tous les Togolais avec nous et on aura toute l'Afrique avec nous. La rencontre donc, a été marquée par des panels de discussion, des ateliers. Il y a une semaine pour parler de l'IA, mais après, il reste encore du travail à faire. Tout à fait. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Je voulais quand même juste préciser une chose avant de répondre à votre question, parce que j'en ai parlé à Jérôme. Cette semaine de l'IA, le Sénégal en a rêvé, la Côte d'Ivoire en a rêvé, et bravo le Togo en fait qui a lancé cette initiative-là. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais quand même préciser. À ma question, maintenant votre réponse. Après, et donc cette semaine de l'intelligence artificielle, des attentes, qu'est-ce que vous souhaitez justement aux participants qui sont venus acquérir de la connaissance, de l'information? Qu'est-ce qu'ils devront en faire? Tout de suite, en fait, lancer des initiatives concrètes. J'en ai parlé tout à l'heure, moi j'insiste lourdement parce que c'est ma passion. Former les Africains, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et ce que je souhaite, c'est au Togo lancer tout de suite des initiatives concrètes. Développer une maison de l'intelligence artificielle, développer en fait des initiatives, des académies pour former les jeunes au niveau de l'intelligence artificielle. Vous avez parlé tout à l'heure de la problématique du budget. Moi, j'ai lancé au Sénégal
des initiatives. J'en ai lancé en fait en Côte d'Ivoire, on les a répliquées au Maroc et en Égypte. Ça n'a pas coûté un franc aux États. Il y a énormément de bailleurs qui sont prêts à investir. Il y a encore 2 semaines, je discutais avec la fondation Mastercard qui me disait qu'ils avaient quelques millions d'euros, voire de dollars à investir en fait dans nos pays pour former massivement les jeunes. C'est-à-dire qu'il faut juste de la volonté, il faut des initiatives, il faut des partenaires. De la volonté politique, vous voulez souligner? La volonté pour politique. Créer les conditions, Monsieur le ministre. L'appel est lancé. Bien sûr qu'il faut de la volonté politique. Il faut de la volonté politique. C'est pour ça d'ailleurs qu'au niveau du Congo, le numérique a été fixé comme étant le 5e pilier du plan national de développement. C'est déjà l'expression d'une volonté politique. Il y a également le plan stratégique de la réforme de l'État qui a fait également de la digitalisation le 5e pilier, son 5e pilier. Ça veut dire qu'au niveau politique, cet engagement doit être permanent et renforcé. En même temps qu'il doit s'ouvrir à des collaborations avec des partenaires bilatéraux, multilatéraux, cette volonté politique doit s'affirmer. Et pour nous, au niveau de la République du Congo, nous avons l'avantage d'avoir le président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, qui a compris parfaitement que le monde dans lequel nous nous engageons, c'est un monde qui va se digitaliser davantage. Et ceux qui ne vont pas prendre ce train risqueront d'être laissés sur le bord du chemin. Et donc, les hommes politiques doivent tout faire pour que l'Afrique s'engage et profite de cette nouvelle révolution du numérique. Pour conclure avec vous, Jérôme, vous êtes co-organisateur donc de la semaine de l'intelligence artificielle, première édition à Lomé. Sur le plan économique, il y a aussi des opportunités. Autant pour les États, les acteurs. C'est créateur de richesse. Aujourd'hui, on voit les GAFAM, ils sont devenus les plus riches de la planète, c'est grâce à l'intelligence artificielle. Donc je crois que vous avez tous les talents, vous avez tout pour réussir. Maintenant, vous avez assez de problématiques pour qu'on puisse trouver des solutions et créer des structures pour ça, pour faire en sorte de créer de la richesse. Donc toute problématique, il y a une solution. Et donc, c'est créateur de richesse, forcément, puisque si vous êtes chef d'entreprise, vous avez une problématique, on vous la résout, ça coûte tant, c'est le retour sur investissement, ça me rapporte. C'est ça qui est intéressant. Donc, on va trouver plein de solutions pour l'Afrique, avec les Africains, par les Africains. Je vais retenir cette phrase pour résumer tout ce dont nous avons parlé pour vraiment promouvoir donc le secteur aussi dans l'intelligence artificielle en Afrique. Il faut déjà s'impliquer à démystifier la chose, que l'Africain n'ait plus peur de la chose. En tout cas, pas seulement ici, mais je suis sûre que la réalité se trouve ailleurs, d'autres sur le continent ou dans le monde. Merci à tous d'avoir accepté de participer à cette émission, mais surtout aussi partager vos expertises, en tout cas en la matière, avec nous. Nous souhaitons que les jeunes, en tout cas, s'y intéressent davantage. Monsieur le ministre, délégué auprès du Premier ministre du Congo, chargé de la réforme de l'État, son Excellence Luc Joseph Okio, merci d'être passé sur ce plateau. Merci de nous avoir invités. Jérôme Robiero, président fondateur Humanaï et co-organisateur de SIA 2024. Merci à vous également. Merci surtout d'avoir inspiré cette émission. Merci à vous énormément et à la chaîne de nous avoir invités. Je vous remercie. Merci également à vous, Mamadou Ndoye, directeur général de Atos. Merci beaucoup Charlotte, merci pour l'invitation. Et merci à vous également et surtout vous de nous avoir suivis dans cette émission. Sur YouTube, vous aurez la possibilité donc de laisser vos commentaires. Et par chance, je les transmettrai aux experts. En tout cas, on parle d'intelligence artificielle, cela dit, ils peuvent vous retrouver aussi sur les réseaux. Les sites internet et tout. Tout à fait. LinkedIn, etc. Merci beaucoup, merci à vous et à la prochaine. Merci.